Aujourd'hui, je vous propose d'écrire un peu de code assembleur pour donner vie à la plateforme d'apprentissage Z80 Pro 83. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Bienvenue à cette deuxième vidéo de la série de découvertes de la plateforme vintage d'apprentissage de microprocesseurs Zilog Z80, la plateforme Pro 83. Dans la première vidéo, on a fait nos premiers contacts avec la plateforme. On a vérifié l'alimentation régulée 5 volts, la présence de l'horloge, donc l'onde carrée qui cadence le microprocesseur, et on a aussi constaté qu'il y avait de la vie sur les bus. Donc aujourd'hui, je me propose d'écrire un peu de code source avec le but ultime de faire clignoter une LED. Mais on va y aller étape par étape. Il faudra donc que je trouve un programme assembleur pour convertir le code source assembleur en instruction machine et programmer tout cela sur une mémoire EEPROM, une relique des années 70 et 80. On a donc un programme chargé, en jeu de mots. Alors, lançons-nous sans tarder. Alors, pour en arriver à faire rouler un programme sur la plateforme Pro 83, il faut être capable de brûler un EEPROM, qui est la puce qui contient le programme. Et quand on parle de brûler, ça veut dire programmer cette pièce et l'insérer sur la plateforme, bien sûr. C'est la seule façon de faire rouler du programme à partir de zéro. Et bon, je suis allé dans mes stocks de vieilles pièces, mes stocks de processeurs, mémoire, et ainsi de suite, et par chance, j'ai quand même une douzaine de 2716. Donc, le 2716, c'est effectivement une pièce de 16 kilobits, donc 2 kilooctets. Cette pièce est particulière, c'est qu'effectivement, on la programme avec un programmateur, par exemple le Mini Pro. Ceci dit, avant de la programmer, il faut l'effacer, la pièce, ce qui va amener tous les bits à 1. Et pour cet effacement, on utilise une source de lumière aux ultraviolets. Vous pouvez mettre, je l'ai déjà essayé, mettre la pièce au soleil pendant quelques jours. Et oui, ça efface. Les ultraviolets du soleil sont suffisants. Mais on peut aussi utiliser un effaceur. Dans mon cas, à moi, c'est un petit effaceur à une pièce. On met une pièce dedans et entre 15 et 30 minutes, c'est effacé. L'effaceur contient une ampoule qui génère beaucoup d'ultraviolets, bien sûr. Alors, une fois qu'on a fait le programme, on peut cacher la fenêtre pour ne pas qu'à la longue, la lumière efface. Mais dans un environnement intérieur, c'est quand même, ça pourrait prendre beaucoup de temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, la puce est exposée à travers une fenêtre. Donc, on peut, au microscope, vraiment voir l'intérieur. On voit quand même les liaisons, les petits fils microscopiques qui nous amènent au boîtier, entre la puce et le boîtier. Donc, à l'époque, ça coûtait très cher quand même ces pièces à fabriquer. Vous voyez, il y a quand même la base du boîtier est plaqué or. Donc, non, c'était très cher. Tout ça, c'est en céramique. Alors, le 2716, j'en ai plusieurs, mais c'est long à effacer entre 15 et 30 minutes à chaque essai qu'on veut faire. La programmation est rapide, mais l'effacement est très lent. Alors, dans le passé, je m'étais fait un émulateur d'EEPROM. C'est en fait une mémoire statique RAM. Celui-ci, c'est un émulateur du 2764, donc 4 fois plus de mémoire que la puce EEPROM. Et ça aide beaucoup parce qu'on le met directement dans le programmateur et on programme, on retire et rapidement on vient l'insérer sur la plaquette qui est déjà sous tension. Et en l'insérant, le programme est conservé en mémoire. Pourquoi il est conservé en mémoire le temps que je transfère? Je vous montre la version que je viens de construire pour le 2716, bien sûr. C'est qu'il y a un condensateur. Tout simplement. Condensateur électrolytique. Ici, j'en ai mis un de 15 microfarad, mais en tout cas, quelques microfarads, c'est suffisant pour maintenir une tension statique sur la pièce le temps qu'on transfère entre le programmateur et la plateforme. Et bien sûr, la plateforme est déjà sous tension. On maintient le bouton de réinitialisation, on insère, on relâche et c'est parti. Alors, la construction est un petit peu particulière puisque j'ai pris une mémoire statique de 2 kilooctets aussi, mémoire RAM. Et d'un côté, là, les broches sont absolument correspondantes. Alors qu'on a juste à les souder directement. Et ça va émuler là, ce côté-là. Par contre, de l'autre côté, il faut que je vous montre un fichier Excel. Il y a un petit peu de travail à faire.
Alors oui, pour faciliter la correspondance là, des broches, pour vérifier tout cela, ben, je me suis créé un petit fichier dans un tableur. Et c'est là que j'ai constaté le problème numéro 1. C'est que la broche VCC ici, la broche 21 de notre 2716, elle est aussi utilisée pour VPP lors de la programmation. Donc, tension de programmation, et ça peut monter jusqu'à 21 volts et même 25 volts lors de la programmation. Alors, je ne peux pas tout simplement brancher, par exemple, le programmateur en mode 2716. Il va envoyer une tension très élevée ici et griller la mémoire RAM s'il y a correspondance entre les broches, puisque c'est une broche qui est seulement 5 volts ici, là. Donc, il fallait que je débranche, si vous voulez, cette broche, la broche 21. La meilleure façon de le faire, c'est de programmer mon émulateur en mode 2764, qui est un EEPROM 4 fois plus gros, mais qui a l'avantage d'avoir sa broche VPP découplée complètement des autres broches. Elle est séparée en broche 1. Et donc, lorsque je vais insérer mon émulateur, c'est seulement les broches ici en jaune qui vont être insérées et celles-ci vont être flottantes au-dessus de la plaquette, ne seront pas branchées. Alors, mais il faut quand même s'assurer que lorsqu'on est dans le Mini Pro, que la tension vienne bien. Alors, j'ai mis ici une liaison à travers une diode Schottky pour alimenter la puce SRAM lorsqu'on est en mode programmation, donc monté sur le Mini Pro. Et lorsque le Mini Pro est terminé, il coupe l'alimentation, ce qu'on ne veut pas, puisqu'on se trouve à charger le condensateur pendant la programmation. Et lorsque la programmation est terminée, Mini Pro coupe. En ayant une diode ici, la tension va être maintenue. Celle qui est sur le condensateur va être maintenue à la broche 24 et ne se videra pas dans le programmateur. Donc, diode importante. Et j'avais besoin aussi de pull-up AVCC pour maintenir ces broches au niveau haut lorsque la puce est retirée du programmateur et je la transporte vers la plaquette Pro 83. Ben, il faut que ces broches soient maintenues au niveau haut pour que la puce soit en mode statique et qu'elle ne consomme pas beaucoup de courant sur le condensateur. Donc, ça me prenait des résistances ici, pull-up, sur la broche Chip Select, niveau bas, et Write Enable, niveau bas. La broche Write Enable, c'est bien important ici. Elle est coupée, et lorsqu'on n'est plus dans le programmateur, elle serait flottante, puisque cette broche ici, c'est seulement lorsqu'on est inséré dans le programmateur, ces 4 broches. Donc, ça me prenait une pull-up pour la maintenir au niveau haut, pour ne pas effacer la puce, parce que si on met cette broche au niveau bas, la puce va s'effacer. Et c'est exactement le problème que j'ai eu. Au début, je n'avais pas mis la résistance, et ça fonctionnait pendant 15 secondes, 30 secondes. Au fur et à mesure que le condensateur se vidait, éventuellement, pouf, la puce cessait de fonctionner. C'est parce que cette broche descendait, 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 éventuellement on tournait en mode écriture sur la puce. Bon, alors voilà. Côté gauche, c'était correspondance 1 à 1, facile à faire. Côté droit, il fallait ajouter un petit peu de liaison additionnelle, couper une broche et mettre 2 résistances pull-up. Et bien sûr, le condensateur qui, lui, sert à maintenir cette puce sous tension le temps que je transfère. On a quand même une quinzaine de secondes et même un peu plus pour transférer du programmateur vers la plaquette. Mais ça me sauve 15 à 30 minutes. Pour le premier essai, il faut comprendre comment le Z80 lit la mémoire de programme, donc notre EEPROM. Lorsqu'on met sous tension le microprocesseur et qu'il y a une horloge, bien sûr, la première chose qu'il va faire, c'est de tenter d'aller lire à l'adresse 0000 hexadécimale. Il va appliquer donc des zéros sur le bus d'adresse. Il va aller lire la donnée qui arrive. Donc, première adresse qui est exécutée, donc lue par le CPU, c'est l'adresse 0. Alors, notre EEPROM, son adresse de base va se trouver à 0, tout simplement. Alors, pour faire cela, il va appliquer des zéros, il va s'assurer de faire une requête de mémoire, donc il va abaisser la ligne requête de mémoire, il va aviser que c'est une lecture qu'il va faire, il va faire la lecture sur le bus de données et il va exécuter l'instruction que le ROM avait d'inscrit à l'adresse 0000. Bon, par la suite, il va exécuter cette adresse et si ça lui dit d'aller à l'adresse suivante, bien, il va incrémenter l'adresse de 1, va lire la case suivante, c'est quoi l'instruction qui est là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, ça commence toujours à l'adresse 0000, c'est l'adresse de base du processeur, mais par la suite, il peut faire des sauts, dépendamment des instructions qui sont dans le ROM. Mais au moins, c'est clair, on commence toujours à l'adresse 0.
Et ça, c'est indépendamment qu'il y ait autre chose, même de la mémoire RAM ou un PIO ou autre chose. Ça n'a aucune importance. La première chose qu'il fait, c'est d'appliquer l'adresse 0 et d'aller lire le bus de données pour voir l'instruction qui est inscrite à cet endroit-là. Et ça, ben maintenant, vous allez comprendre la suite. Il faut programmer notre EEPROM pour qu'il puisse exécuter quelque chose comme premier programme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le EEPROM? Bien, on va lui mettre quelque chose qui va balayer la mémoire de programme sans rien faire finalement. Ce qui va nous donner de l'activité sur le bus d'adresse et le bus de données. Et je vous avais dit dans la première vidéo que comme premier essai, je ne ferai pas vraiment de langage machine, donc de langage assembleur. C'est vrai, ça ne l'est pas. Je ne vous amènerai pas dans un éditeur de langage assembleur, mais on va quand même mettre quelques instructions manuellement dans notre EEPROM. Et comme première instruction qui va faire l'affaire, la voici. L'instruction Z80 NOP, No Operation. Donc, finalement, c'est ne rien faire. Alors, c'est l'instruction dont le code machine, c'est 00 l'opcode. D'accord? 00. Alors, si on met 00 dans notre EEPROM à une case, il ne se passe rien, sauf que le compteur qui pointe vers, bien sûr, la case, va aller pointer à la case suivante pour exécuter l'instruction suivante. Donc, ça ne fait rien, ça ne fait qu'avancer le compteur de programme. Alors, on va en mettre plein de ces 00, pourquoi pas, pour simplement faire avancer le compteur programme. Parce que oui, le compteur programme part à l'adresse 0 lorsqu'on allume le microprocesseur et va passer ensuite à l'adresse 1, à l'adresse 2, ou en tout cas, il va suivre les instructions qu'on va lui donner. Mais si on met des instructions NOP, ici, partout, il va simplement aller à l'instruction suivante, adresse 2, adresse 3, adresse 4, adresse 5. Donc, il met l'adresse et il lit la valeur. Et la valeur, bien, ça sera 0. Et donc, il va passer à l'adresse suivante, lire la valeur, 0, no op, fait rien, ainsi de suite et ainsi de suite. Alors, on pourra remplir toute notre mémoire ici de 0. Sauf que lorsqu'on va arriver à la fin, au 2048e octet, vraiment à la limite de notre mémoire EEPROM, bien là, le compteur de programme va continuer à l'adresse suivante. Il va aller à 0800. Et là, on sort de la mémoire EEPROM, on s'en va dans la RAM ou ailleurs. Ce qu'on ne veut pas, parce qu'on ne connaît pas le contenu des autres adresses. Donc, on veut boucler ceci pour qu'il retourne à l'adresse 0. Et donc, ce contenu ici, il faudra lui mettre quelque chose. Et cette instruction-là, bien, c'est l'instruction jump, JP. L'instruction jump, c'est le code C3 qu'on doit mettre en hexadécimal. Donc, l'opcode, donc le code machine, c'est C3 suivi de l'adresse 16 bits, l'adresse où on veut sauter. Alors, nous, ça sera bien sûr 0, 0. Donc, ça donnera 0, 0, 0, 0. Ça va nous ramener au début du programme. Donc, C3, 0, 0, 0, 0, à mettre tout à fait à la fin de notre mémoire. Donc, je vous ramène ici. On va remplir tout l'espace entre 0, 0, 0 et 07 FF de valeur 0, 0. D'accord? Et c'est fait. Alors, dans un seul coup, on n'a pas eu les rentrer manuellement, bien sûr. Alors là, on fait des no-op partout dans la mémoire programme. Sauf qu'ici, en dernier, il faut mettre C3 00 00. Alors, lorsque le microprocesseur va arriver à cette adresse-ci, il va lire C3, jump, à l'adresse 0000. Il va donc ramener son compteur de programme à 00 et il va recommencer à exécuter des no-op. Alors, c'est ça qu'on va programmer dans le EEPROM avec notre Mini Pro. Alors, je vais brûler un vrai EEPROM cette fois-ci, qui a été au préalable effacé complètement, qui contient juste des FFFF. Voilà, inséré comme il faut dans le Mini Pro. Je lance la programmation. Et voilà. C'est fait. Maintenant, mon EEPROM est prêt à être inséré sur la plateforme Pro 83. Alors voilà, j'ai inséré le EEPROM dans son support au bon endroit. J'en suis convaincu vu que c'est proche du microprocesseur. Ceci dit, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai dû remplacer le support puisque celui qui était à l'origine, c'est un support de M et il faisait des mauvais contacts. Je n'arrivais pas à faire fonctionner mon EEPROM correctement et en tordant l'EEPROM, ça se mettait à fonctionner quand je relâchais. Donc clairement des mauvais contacts.
Ces supports-là, là, beaucoup, là, oubliez ça. Prenez des supports dignes de ce nom. Là. Je pense qu'ils appellent avec les contacts de type tulipe, là, rond. Et ça vous garantit des bien meilleures connexions. Alors, ce que j'ai fait aussi, vous voyez ici, j'ai branché les 16 connexions de mon analyseur logique, les 8 connexions sur le bus de données, donc D0 à D7 sont branchées, on va pouvoir visionner, et les 8 bits de poids inférieur de l'adresse. Ça m'en prendrait 10 ou 11, là, mais je ne les ai pas malheureusement. C'est un analyseur logique de 16 bits, donc on va quand même voir là, les bits là, de poids inférieur. Et ce qu'on va visionner, bien, on va être capable de voir si effectivement la fameuse instruction C30000, elle est exécutée ou pas. Alors, je m'en vais directement vous montrer l'analyseur logique. Alors voilà, il fait des saisies en continu. Je vais le stopper. Voilà. Ce qu'on a, bien, on a effectivement D0 à D7. Vous voyez ici les étiquettes à gauche, c'est vraiment le bus de données, la partie inférieure. Ensuite, D8 à D15, là, il y en a qui sont superposés ici. Ça, c'est le bus d'adresse. Le bus d'adresse. Et c'est cette partie-ci qu'on va voir monter. Vous vous rappelez, à la fin, ça devrait être 07 FD, FE, FF et retomber à 00. Eh bien, quand on regarde les bits ici, bit par bit, ils sont décodés. Le bus 1, c'est le bus de données et le bus 2, c'est le bus d'adresse. Regardez l'adresse ici, FC, FD, c'est vraiment 07 FC, 07 FD, 07 FE, 07 FF, 0000. Et on recommence. Alors, les valeurs intermédiaires comme le 50, le 4D, ce sont des valeurs intermédiaires qui n'ont pas de sens puisqu'à cet endroit-là, le microprocesseur n'échantillonne pas. C'est comme des valeurs intermédiaires. Okay? Alors, il faut vraiment se concentrer sur FA, FB, FC, FD. Vous vous rappelez, à FD, on devrait avoir C3. C3, voilà. À l'adresse 07FD, on avait la donnée C3 qu'on a mis manuellement. Vis-à-vis FE00, vis-à-vis FF00. Et quand on tombe à 00, ben on lit 00 tout le temps. Et si on regarde beaucoup plus large, vous voyez ici, c'est toujours des zéros sur la donnée, sauf à ce petit endroit qu'on vient de voir ici, qui était le C3. Alors, ici, on a une bonne démonstration. Et là, je vous le fais rouler. Ça, c'est C3 ici. Il y a 2047 fois 0, 0. Et on retombe un autre C3, 2047 fois 0, 0, et ainsi de suite. Alors, vraiment, ça fonctionne très bien tel que prévu. Le logiciel tourne en boucle. Il lit toujours des zéros, sauf à l'adresse 07FD. Il lit C3, ce qui lui fait jumper, donc sauter à l'adresse 00 à nouveau. Alors, tout est fonctionnel avec le EEPROM. Première démonstration, le système fonctionne bien. Bien content. Maintenant, on va essayer de faire de quoi avec les ports d'entrée-sortie. Maintenant, pour le deuxième essai, je dois quand même vous parler de quelques petites choses. La première, c'est qu'il y a toute une série de registres intégrés au Z80. C'est des cases mémoire spéciales. Il y en a qui c'est de l'usage général. Il y en a d'autres qui ont vraiment un usage particulier. Par exemple, le compteur de programme, c'est une case de 16 bits, donc vous voyez que c'est plus large ici là, que ceux qui sont ici. Alors, c'est 16 bits et ça contient l'adresse sur le bus de l'instruction qui est exécutée. Alors, on l'a vu, là, je vous en ai parlé du compteur de programme. Bien, ça, c'en est un. Il y en a d'autres, par contre, comme le pointeur de pile, les registres d'index, un vecteur d'interruption. Ça, c'est des registres un peu particuliers. Les registres d'usage général, on va souvent en entendre parler, entre autres, de l'accumulateur. L'accumulateur, c'est une case qui est vraiment particulière. C'est une case d'usage général qu'on va presque toujours utiliser pour faire toutes sortes de commandes d'instructions. Donc, quand vous entendez parler de l'accumulateur, c'est une case de 8 bits, tout simplement. Et à chaque fois qu'on fait une instruction quelconque, il y a les flags, donc si vous voulez les fanions, qui indiquent certains états. Est-ce que la valeur est 0? Est-ce que la valeur est négative? Est-ce qu'il y a un débordement? Et ainsi de suite. Ça, c'est des petits fanions qui sont très importants dans nos calculs et ils sont mis à jour à chaque fois qu'on fait une action.
on charge une valeur dans l'accumulateur. Si on a chargé 0, ben le fanion Z, le fanion 0, donc c'est 1 bit, il va être à valeur de 1, ce qui va indiquer que c'est 0 qui est dans l'accumulateur. Alors, ils sont bien importants. Il y a d'autres registres comme B, C, D, E, H, L, qui sont aussi d'usage général et ils peuvent même être pairés pour faire 16 bits. Lorsqu'il s'agit d'adresses, on peut les utiliser en paire pour mettre une adresse qui va nous permettre de faire des opérations. Alors, ces registres peuvent être mis en paire pour 16 bits, mais ce n'est pas une donnée qu'on va mettre de 16 bits de large, c'est une adresse qu'on va mettre dans ces registres. Et notez qu'il y a toute une série aussi de registres complémentaires qui sont disponibles. Et on peut échanger les valeurs assez facilement avec des instructions d'une banque à l'autre, donc temporairement. Donc, ça peut permettre, entre autres, de mieux gérer les interruptions. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de flexibilité avec ces registres, mais pour le prochain exercice, vous allez entendre parler de l'accumulateur. Alors, justement, pour le prochain essai, on va faire basculer un bit sur le port B entre 0 et 1, 0 et 1, constamment. Et donc, ça va être une petite boucle qui va tourner dans le CPU. Et à chaque fois, ben, il va inverser la valeur du bit 0, donc le port B bit 0. Donc, on va appeler B0. Notez que ce n'est pas seulement des entrées. Les deux ports sont soit entrées, soit sorties, soit mélange d'entrées-sorties pour chaque bit. Donc ici, là, c'est un peu trompeur. Ce n'est pas seulement des sorties sur le port A et des entrées sur le port B. Okay? Alors, on va faire basculer un bit sur le port B. Et cet exercice m'aura pris beaucoup de temps à en faire la rétro-ingénierie pour comprendre exactement comment tout cela fonctionne. D'abord, lorsqu'on fait un accès de mémoire, c'est la ligne MREC, donc mémoire request, requête de mémoire, qui est amenée au niveau bas. Mais lorsqu'on fait un accès vers les entrées-sorties, le CPU abaisse sa ligne IO requête et non pas mémoire requête. On a beau se servir du même bus de données et même des lignes d'adresse, mais ce n'est pas les mêmes lignes qui sont abaissées. Et donc, si les branchements sont bien faits, c'est le PIO qui va recevoir l'instruction et l'adresse plutôt que le ROM ou de la mémoire RAM. Alors, ça, c'est la première chose qui m'a pris un peu de temps à comprendre. Aussi, et c'est bien indiqué ici, mais ça m'a pris un petit peu de temps à saisir cela, la ligne d'adresse A0 permet de spécifier si c'est le port A ou le port B qu'on veut modifier. Et la ligne d'adresse A1 détermine si c'est une donnée qu'on veut envoyer sur le port en question ou si c'est un changement de contrôle. Est-ce qu'on veut changer le mode, par exemple, d'opération du bus en question? Donc, données ou contrôle avec le bit A1 et port A ou port B. Et ça va être, évidemment, niveau bas, ça va être le port A. Niveau haut, ça va être le port B. Et ici, niveau bas sur A1, ça va être la donnée. Et niveau haut, ça va être contrôle. Mais ce n'est pas tout. J'ai fait d'autres découvertes parce que ça ne fonctionnait pas, les premiers essais que j'ai faits. J'ai commencé à sonder. J'ai essayé de faire des écritures sur le PIO. Jamais rien ne fonctionnait sur le port B, les ports. Donc, j'ai commencé à sonder les signaux de contrôle et je me suis aperçu que la ligne Chip Enable, donc qui active la puce, ne descendait pas au niveau bas pour l'activer. Alors, le dessin ici, tel que montré, simplifié dans la fiche technique du Z80, bien, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça que c'est branché. Ça, c'est correct, je vous ai expliqué, mais ça ne va pas. Alors, on va se faire un petit peu d'espace sur le dessin. Voilà, parce qu'on va ajouter de l'électronique. Alors, l'électronique en question, ajoutée, bien, la voici. On s'est débranché le chip Enable du requête IO et on a plutôt intercepté certaines des lignes du bus d'adresse. Et la ligne qui nous intéresse, c'est la ligne A6. Vous allez comprendre dans quelques secondes pourquoi, quand vous allez voir quelle adresse il faut utiliser. Il y a un décodeur, 74LS139. Et bon, dépendamment de la condition des différentes lignes d'adresse, il y aura différentes lignes qui seront activées. Mais dans le cas où le A6 est au niveau haut, ça vient activer cette ligne niveau bas et ça vient activer la puce ici. Alors, comment j'ai réussi? Ben, j'ai bien sûr remonté la chaîne avec un ohmmètre pour retrouver que cette ligne allait sur le décodeur et continuer à regarder la logique de tout ça. Et je me suis aperçu qu'A6 était branché à travers un inverseur et ainsi de suite.
Oh, vous pensez que j'ai mis du temps pour retrouver ces deux lignes? Ah ben là, j'en ai mis beaucoup plus et je peux vous dire que pour les prochaines vidéos, je vais me fier sur le schéma. J'irai voir le schéma dans le manuel. Alors, assez complexe finalement, l'adressage des différentes puces et définitivement qu'il va falloir regarder le schéma. Maintenant, on va intégrer cette histoire d'A6 dans le code source. Alors, plutôt que d'installer un assembleur sur le PC, sur l'ordi, ben, j'ai choisi d'utiliser un site web directement. Il s'appelle asm80.com et ce site web a un éditeur pour faire du code assembleur et on peut compiler même à même le site. On sauvegarde même dans notre browser web. On sauvegarde les différents fichiers, compile et on n'a qu'à prendre le code compilé et l'intégrer dans notre brûleur d'EEPROM. Alors, j'ai utilisé ce site et ça a très bien fonctionné. Maintenant, je vais m'approcher un peu. Voilà, lançons-nous dans le code source proprement dit. Alors, les premières lignes ici, ce n'est pas vraiment du code source, c'est plus une assignation là, de macros pour l'assembleur et l'étiquette PIO BD, donc PIO port B données et PIO port B contrôle. Et je leur fais un équivalent. Qu'est-ce que ça vaut, cette valeur-ci? Ça vaut 41 hexadécimal. Alors, qu'est-ce que c'est 41 hexadécimal? C'est 4 et 1. Alors, c'est 1, 2, 4. Donc, c'est bien 4 et 1. Et voilà le fameux A6 dont je viens de vous parler, qui est nécessaire. Il faut le mettre à un niveau haut pour pouvoir parler au PIO. Et le 1 ici, c'est le port B donné. Sinon, ça aurait été 0 pour le port A. Vous savez, je vous avais dit, la ligne A0 détermine si c'est le port A ou le port B. Ben là, si je mets cette valeur-là à 1, ça va être le port B. Au niveau contrôle, ça serait 43. C'est la ligne A1. Alors, ça serait 0, 0, 1, 1. 1, c'est pour contrôle, le deuxième bit d'adresse. Toujours le port B. Alors voilà, maintenant, on peut utiliser ces étiquettes et aller les placer dans le code et l'assembleur va remplacer ces valeurs directement dans le code. Alors, pour faire basculer une broche, ça implique 5 instructions. D'abord, un chargement dans l'accumulateur de la valeur 0F, parce que c'est une commande contrôle qu'on va envoyer. D'abord, je charge dans l'accumulateur la valeur 0F, ce qui fait mettre le port B en mode toutes les broches en sortie. Et donc, j'envoie cette valeur de l'accumulateur vers le PIO à la bonne adresse pour contrôle, port B. Donc, accumulateur dans cette valeur. Alors, ça, une fois que c'est fait, la commande out, c'est bien différent d'une commande load. La commande out envoie automatiquement sur le PIO. Et c'est là que la fameuse ligne le IO request, la ligne spéciale lorsqu'on veut envoyer au PIO, en faisant la commande out, cette ligne-là est automatiquement asservie. Alors, on aura configuré notre port B ici. Finalement, on rentre dans notre boucle de bascule. Donc, on va faire un OU exclusif entre l'accumulateur et 1. Alors, ça importe peu ce qu'il y a présentement dans l'accumulateur. C'est qu'à chaque fois, à chaque passage ici, étant donné qu'on utilise un masque, le bit 0, donc la valeur 1, va basculer toujours avec un OU exclusif entre 0, 1, 0, 1, 0, 1 dans l'accumulateur. Donc, c'est un OU exclusif qui affecte l'accumulateur en appliquant ce masque. Donc, c'est 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. C'est ça la valeur 01H. Donc, le dernier bit, le bit de point inférieur, va toujours faire basculer à chaque fois qu'on passe ici le bit B0 finalement. Alors, on modifie l'accumulateur ici, son bit 0, toujours. On fait sortir ça sur le port B avec l'adresse donnée. OK? On envoie une donnée. Donc, la valeur de l'accumulateur envoyée vers le PIO B. Et par la suite, une fois que ça c'est fait, on fait un saut, jump, vers bascule, qui est ici le début. Et on recommence. On fait basculer le bit de point inférieur dans l'accumulateur. On transfère l'accumulateur vers le port et on bascule à nouveau. Alors ici, à chaque fois qu'il y a un passage, le bit de point inférieur, donc B0 finalement sur le port, va osciller entre 0, 1, 0, 1, 0, 1. Et ça va se faire à la vitesse du CPU, à la vitesse du quartz, de l'horloge. Donc ça va être très rapide. Il n'est pas question de mettre une LED là-dessus. On va plutôt brancher une sonde
d'oscilloscope pour voir ce basculement sur le bit 0. Mais les autres bits ne devraient pas basculer sur le port B, ni sur le port A. On ne fait qu'agir sur le port B, bit 0. Allons voir maintenant, lorsque je programme ceci sur la plateforme Pro 83, qu'est-ce qui se produit. Alors maintenant, je sauvegarde ici. C'est sauvegardé localement sur mon ordi dans la mémoire tampon. Là. Ici, c'est Firefox. OK? Et je peux faire compile ici, compile. Et on me dit que c'est correct, il n'y a pas eu d'erreur. Et le fichier .z80.x, alors c'est port B toggle .z80.x, il est ici, port B toggle.z80.x, le voici. Ça, c'est ce que je vais mettre dans un fichier Intel format X. C'est ce qui va être transféré dans le EEPROM. Alors, je peux saisir ces valeurs, CTRL-C, et venir dans Windows, copier donc le code Intel X qui va être chargé par MiniPro. Copier ça, sauvegarder ça dans un fichier. Alors, fichier texte, pur texte, bien sûr. Alors maintenant, je peux venir dans MiniPro, choisir mon EEPROM. Ici, je vais programmer l'émulateur, donc 2764. Et je choisis mon fichier, tout simplement. Et voilà, c'est fait. Le code est placé. Je programme mon émulateur. Voilà, c'est parti. Et voilà, il me donne une erreur à 0800. C'est correct, on ne va pas jusque-là. Parfait. Maintenant, je peux retirer mon émulateur, allumer, donc mettre sous tension ma plaquette, tenir la réinitialisation, insérer mon émulateur à la bonne position. Voilà, c'est fait. Et maintenant, il ne nous reste qu'à sonder la ligne PB0. La voici. Et on mesure un beau signal de 35 kHz. On voit que c'est écrit plus bas. Et une amplitude de 4,5 volts crête-crête. Donc, parfait. Malheureusement, 35 kHz, c'est pas mal rapide. Il va falloir diminuer ça par un facteur peut-être de 35 000 pour avoir une LED qui clignote de façon intéressante. Si je regarde les autres lignes comme PB1, non, il y a juste un niveau haut. PB2, c'est un niveau haut. PB3, même chose. Alors, je pourrais tous les vérifier, là, PB5, PB4. Vous voyez que là, c'est des niveaux bas. Si on va sur PA, ben, PA, ça ne bouge pas non plus. Je vais d'une ligne à l'autre, ça ne bouge pas. Alors, voyez-vous, notre mission est accomplie. PB0, oscille. Maintenant, on va ralentir cette oscillation, puis lui brancher une LED pour voir si on peut faire clignoter ça. Et pour ce faire, ben, dans le code source, on va venir ajouter un délai, donc vraiment une boucle qui va perdre du temps. Alors, on a le même code source pour faire basculer la broche, mais avant de ressauter à bascule tout le temps, on va faire une très longue pause. Et pour atteindre une pause, perdre beaucoup de temps, il faut faire deux boucles imbriquées l'une dans l'autre. Alors, j'utilise les registres d'usage général D et E. Ils vont me servir comme compteur, tout simplement. Alors, j'ai une boucle externe et une boucle interne. La boucle interne va rouler beaucoup et à chaque fois que la boucle interne va être terminée, ça va décrémenter la boucle externe. Ça va recommencer une boucle interne et ainsi de suite. Donc, on voit ici le facteur multiplicatif de deux boucles. Et là, ça sera vraiment 256 incréments fois 256 incréments. C'est ça qu'on va faire comme ralentissement finalement. Alors, si on regarde le code source, la boucle externe, on va décrémenter E. Donc, initialement, on a mis 0 dans E. Si on décrémente, on va tomber à FF. Ensuite, FE. Ensuite, FD, FC, et ainsi de suite. Donc, on part à 0, puis on décrémente. Et on va faire un saut. Si le fanion Z est à 0, on va aller à bascule. On recommence. Sinon, ça passe tout droit. Il n'y a pas de jump, il n'y a pas de saut qui est fait. Alors, on décrémente. Est-ce qu'on est à 0? Non. Bien, parfait, on ne saute pas là-bas, on continue. Maintenant, on décrémente D. Alors, plutôt, on a travaillé sur E, là, on va travailler sur D. On décrémente D, il va devenir FF. Est-ce que c'est à 0? Non. Alors, on saute cette instruction, on ne la fait pas, et on fait la suivante. Et celle-ci, c'est un saut inconditionnel. On va à boucle interne. Jusqu'ici. On décrémente à nouveau. Est-ce que D est rendu à 0? Non. On saute à nouveau. Et lorsque D sera rendu à 0, on va plutôt sauter ici vers boucle externe. Et on va recommencer. Maintenant, on va décrémenter E d'une autre valeur. Et là, on va rentrer dans la boucle interne. On va décrémenter 256 fois
Ensuite, on va décrémenter E à nouveau. On va boucler ici 256 fois. Alors, vous voyez là qu'au total, là, on va avoir perdu 256 au carré, le nombre d'instructions exécutées. Ce qui va nous ralentir beaucoup finalement. Et là, on va retourner dans bascule. Donc, on va basculer le bit B0 et le sortir et ensuite perdre notre temps à nouveau. 256 au carré, nombre d'instructions. Alors, on aura beaucoup ralenti. Et si j'assemble et je mets ça dans mon émulateur de 2716, bien, voici le résultat. Voilà, l'émulateur inséré avec mon code et vous voyez sur l'oscilloscope une fréquence de 637 millihertz, 0,63 Hz. Donc, c'est beaucoup plus lent. Et regardez, j'y ai branché une LED puisque toutes les broches PB et PA, les deux ports A et B, sont amenés aussi sur ce connecteur en haut. Alors, voici PB0 qui fait clignoter une LED qui est en série avec une résistance, soit dit en passant, une résistance de 1 kΩ. Alors voilà, ça fonctionne très très bien. On a le contrôle de cette machine. Comme je vous le mentionnais, pour les prochaines vidéos, je vais consulter le manuel de l'usager pour sauver du temps et avancer plus vite. La prochaine fois, je vais tester la lecture d'une broche d'entrée. On le fait en sortie, mais maintenant on va tester en entrée, un peu plus complexe. Et je vais tenter d'accéder à la mémoire RAM et de l'exercer. Il faudra que je trouve une façon simple de confirmer si toutes les cases de la mémoire RAM sont sans erreur. Demeurez à l'écoute pour la suite. En terminant, je désire remercier tous les mécènes qui me soutiennent et Michel, qui m'a fourni la plateforme Pro 83, en est un. À la prochaine!